Alors, bonjour à tous et tous, bienvenue pour ce dernier TD, qui va encore, avoir lieu à distance, hein, ce qui est quand même bien dommage. Je vous cache pas que, il serait temps que ça s'arrête là, parce que ça devient quand même un petit peu pénible, hein. Alors cette, dernière séance, bon, j'ai évidemment, vous inquiétez pas, je vais faire quelques annonces sur le pour les soutenances de tout à l'heure, hein. Mais donc la dernière, séance, donc il va y avoir un petit exo de révision là, je ne sais plus lequel et de toute façon sur, un truc. On va voir, ce sera le premier exo et puis, des trucs sur les patterns et les modélisations de flux d'entrée-sortie. Voilà, c'est le programme pour ce TD. Voilà, pour le, TME de tout à l'heure, donc on va vous faire passer, en gros les uns après les autres. Vu le nombre que vous êtes, donc on va se partager en 2. Vous passerez a priori individuellement, donc sur Discord. J'espère que vous avez l'application qui est installée parce que c'est quand même plus simple pour partager votre écran. Et donc vous nous présenterez et donc vu le nombre que vous êtes, hein, ça ne devra pas prendre plus de 5 minutes, hein, donc je vous inviterai à vous chronométrer, pour que vous ne soyez pas frustrés, salut Snird. Parce que évidemment ça va passer extrêmement vite, hein. Le but là, c'est pas que, à l'issue des 5 minutes, c'est pas là qu'on va vous mettre votre note, hein, c'est qu'on aura regardé un peu ce que vous avez envoyé. Et évidemment, il faut que ça soit envoyé avant votre passage. Alors pour l'ordre de passage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la liste dans l'ordre sur Moodle des gens qui ont soumis quelque chose, quoi. Évidemment, s'il y en a qui jouent la montre et qui ne soumettent rien, évidemment, ils passeront leur tour et donc ils n'auront pas de soutenance, quoi. Voili, voilou. Bon, j'espère que c'est clair. De toute façon, on précisera ça dans Discord. Donc, on a un rendez-vous sur Discord à la fin de la séance là. Et on fera tout ça. Mais en attendant, on va faire donc ce dernier TD, hein. Donc voilà, le TD 11, c'est parti. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat comme d'habitude si vous avez des questions ou si vous souhaitez me corriger, ce qui m'arrive évidemment, comme tout le monde, avant de me relire, de faire des erreurs. Donc le premier exo, c'est l'exercice 70, donc c'est sur le TD précédent, hein, donc de révision, en gros des exceptions, avec throw, throws et finally. Voilà. Donc on vous demande de donner l'affichage produit par le programme ci-après, expliquer les résultats. Donc c'est un programme qui est assez long. Donc il y a déjà une classe mon exception qui est externe exception, donc ça va être pour lancer des exceptions. Une exception qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Et voilà, donc avec la construction qui est ici. Et a priori, on pourra voir effectivement quand ces exceptions sont lancées. Deuxième élément, donc une classe qui est test finally, donc qui a voilà, plusieurs ici méthodes. Alors, je sais pas pourquoi celle-là est mal inventée. Test finally là, ouais, oui, bon, il y a un problème d'indentation là, visiblement. Voilà, donc avec plusieurs méthodes statiques, une méthode test 1, bon, qui est susceptible de lancer une exception, une méthode test 2, une méthode test 3, une méthode test 4, une méthode test 5 ici. Voilà, mais on va pas regarder ça tout de suite parce que enfin, l'idée en fait là, c'est que si on vous demande l'exécution d'un programme, bah, vous faites comme a priori, comme ça s'exécuterait sur la machine, c'est où en gros le point d'entrée c'est le main, hein. Donc on va partir de là et on va faire ça petit à petit à partir du main et comme ça on va découvrir les classes au fur et à mesure. Alors première chose ici, donc là on va commencer par ça. Là on est dans un try catch. Donc on va appeler la méthode test 1 et éventuellement si elle renvoie une exception de type mon exception là, à ce moment-là, on fera l'affichage de ça et si c'est pas le cas, eh bien, bah, ça s'exécutera pas, tout simplement. Donc là, le premier truc, c'est effectivement l'exécution de test 1. Donc on va aller voir ce qui se passe avec test 1, tout simplement. Test 1, où es-tu? Ça, c'est test 2. Test finally. Voilà, test 1, elle est là. Donc, elle s'est de jeter une exception. Alors, if true, bon, évidemment, c'est ce qui va s'exécuter. Throw, donc jette une exception. New, mon exception de lancer dans test 1. D'accord?
Donc avant de la lancer, il va créer mon exception. Qu'est-ce qui se passe quand on appelle le constructeur de mon exception là, avec une chaîne de caractères? Il crée effectivement l'instance de type exception qui est là, avec super, puisqu'il y a mon exception hérite d'exception. Et ensuite, il affiche ce message-là. Donc, c'est le premier message, a priori, qui va s'afficher. Season.ln de, alors, un retour à la ligne apparaît, mon exception de point constructeur. Donc, ça va commencer comme ça, avec mon exception constructeur. Hop. Donc, c'est la seule question de l'exo 70. Donc, ça a commencé à sauter une ligne, ouais. Donc, ça va faire mon exception de point constructeur, un truc comme ça, si ma mémoire est bonne. Voilà pour le premier truc. Et maintenant, on va continuer. Ok, donc il a appelé mon exception machin, mon exception de point constructeur, voilà ce qu'il a fait. Donc il a affiché ça avec un retour à ligne après. Voilà. Donc il l'a créé et après il la jette. Donc à partir du moment où il throw ici, la ligne qui est en dessous là, bah, elle va jamais être exécutée. Hein, parce que le if là, à partir du moment où vous faites un throw là, bah, ça interrompt l'exécution de la méthode qui est ici. Et il se retourne à l'appelant en lui jetant l'exception qui a été donnée ici de type mon exception. Donc si je retourne à l'appelant, c'est-à-dire la méthode main en fait, effectivement là, test ici va renvoyer une exception, elle est attrapée ici, mon exception E, et donc du coup il va afficher main test1 capture de l'exception. Donc hop, donc c'est parti, main test1 capture de l'exception. Voilà, et a priori, il y a encore un truc de capitalisation plus E. Donc l'exception E ici, si je regarde la classe mon exception ici, donc elle hérite d'exception, et quand on construit une exception avec le type S, exception, là, elle a une méthode toString qui va en fait afficher le S qu'on lui a mis là, quoi. Et le S qu'on lui a mis, quand on a construit mon exception, c'est lancé dans test1. Donc là, le plus E, donc sous-entendu E.toString, hein, ça va être lancé dans test1. Hop, écrivons-le, lancé dans test1. Donc voilà, donc l'exception a été attrapée. Donc comme elle a été attrapée, l'exception, le programme peut continuer son exécution. Donc on ne retourne à l'appelant que si jamais l'exception n'est pas attrapée. Et si on était dans le main et qu'il y a une exception qui arrive et qu'on ne l'a pas attrapée, à ce moment-là, ça interrompt le programme. Ensuite, c'est une simple exécution de test2 qui n'est pas dans un bloc try. Donc effectivement, on va voir. Donc là, c'est une simple exécution de test2, en espérant que si test2 renvoie une exception, ça va planter le programme. Si elle ne renvoie pas d'exception, bah, ça va continuer avec la suite. Donc on continue avec test2. Alors il y a une question. Je comprends pas, on fait pas le TD11. Si c'est le TD11, mais au programme du TD11, moi je suis les consignes, hein, il y a une petite révision d'abord là-dessus, d'accord? Et après, on fera un exo sur qui est à propos du TD11, quoi. Donc juste patience, il n'y a pas de souci. Alors test 2, c'est parti, on va regarder test 2, il est où? C'était celui qui était mal indenté là. Alors test 2, le voilà, il est sur 2 pages. Donc, il y a un bloc try ici, dans lequel, donc if true, évidemment, ça va s'exécuter. Je sais même pas pourquoi pourquoi ils mettent ça dans un if true. Alors, il suffit d'écrire throw directement, c'est pas très grave. Donc, ça va jeter une exception, mais avant, il va falloir la créer. Donc, ça crée une exception là, comme tout à l'heure, avec marqué lancé dans test 2. Donc, ça va écrire mon exception de point constructeur. Évidemment, donc je vais m'empresser de l'écrire. Hop, c'est parti. Donc, à nouveau, mon exception de point constructeur. Voilà. On poursuit.
Donc ça crée l'exception et ça la jette. Mais alors ça la jette à l'intérieur d'un bloc try, donc en fait, le try, il récupère toutes les exceptions qui sont générées dans son bloc. Évidemment, là, s'il y a une exception qui est lancée avec throw ici dans le bloc try, eh ben, on va passer directement au bloc catch ici, parce qu'elle va être attrapée, puisque ici, c'est bien une exception de type mon exception, et ici, on veut attraper les exceptions de type mon exception. Donc là, elle va être attrapée immédiatement, et ça va afficher test2 de point, capture de l'expression, et ensuite plus E, et comme tout à l'heure, le E, en fait, c'est l'exception, c'est le E.toString, et le E.toString, c'est ce qu'on avait écrit ici, lancé dans test2. Donc ça va écrire test2 de point, capture de l'exception, de point, lancé dans test2. Donc écrivons-le. Test2, capture de l'exception, de point, lancé dans, je vais faire correctement, dans test2. Donc voilà, l'exception a été récupérée, du coup, pas de problème, l'exécution se poursuit avec cet affichage ici. Hein. Système opérationnel, test2, deux points, fin de la méthode. Fin de la méthode. Et donc, c'est la fin de la méthode, du coup. Donc, il retourne. Et on se retrouve ici, là, dans le main. Et maintenant, il va exécuter, pareil, test 3. Il se trouve que si test 3 renvoie une exception, ça plantera le programme. Mais s'il ne renvoie pas d'exception, ça poursuivra ici. D'accord? Donc, on va continuer avec test 3. Allons voir ce qui se passe dans test 3. Encore là. Voilà. Test 3, il est là. Donc, dans le bloc try, c'est parti. If true. Je ne sais pas trop à quoi il sert, mais c'est pas grave. Et directement, on va faire, donc on va jeter une expression de new mon expression, donc comme tout à l'heure. Donc de new mon expression lancée dans test 3, donc ça sera pour plus tard quand on affichera éventuellement plus ce si c'est le cas ici. Donc la première chose que ça va faire, c'est construction de l'exception bidule chouette là. Hein. Il veut dire, après mon exception de point constructeur, c'est la première chose qui va faire, pardon, ouais, j'ai pas avancé. Test 3, voilà. Test 3, voilà. Ok. Donc là, il crée l'exception. C'est parti. Donc c'est la même chose que les deux précédentes fois là, où il y avait mon exception constructeur, mon exception constructeur. Donc il y a à nouveau un mon exception constructeur. Deux points constructeur. Voilà pour lui. Et ensuite, donc il crée l'exception qui aura ça comme qu'on va appeler toString pour lui, ça va faire ça. Donc comme on jette l'exception dans un bloc try, évidemment, ça va immédiatement faire le catch qui lui correspond. Et donc ça va écrire test 3, capture de l'exception, plus E, donc lancé dans test 3. Donc pareil que pour la 2 en fait. Donc c'est pareil que cette ligne-là, capture de l'exception lancée dans test 2, mais avec test 3 en fait. Donc c'est parti. Test 3, le point, capture de l'exception, deux points, lancé dans test 3. Voilà, et c'est bon, c'est pas forcément terminé. Voilà. Voilà, test 3. Donc capture d'expression, voilà, dans test 3. Et après, il y a donc en plus de nouveautés en fait, hein, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que en fait, try catch, et maintenant il y a un bloc qui s'appelle finally là, qui affiche test 3, finally est effectué. Bon, alors en gros, finally c'est très simple. La règle, c'est qu'il est toujours exécuté. Quoi. Toujours. Que l'expression soit catch ou pas, va attraper ou pas attraper, de toute façon, le finally va toujours être exécuté. Quoi. Donc c'est parti. Donc c'est juste, enfin le seul intérêt de finally par rapport à juste écrire des trucs en dessous, c'est que si l'exception est attrapée ici, il va falloir si l'exception est attrapée,
le code qui est en dessous du case ici, ce système alert random, lui, il va pas être exécuté, quoi. Si on veut absolument qu'un truc soit exécuté dans tous les cas, on est obligé de le mettre dans un bloc finally, quoi. Bon, on peut faire 100 de toute façon, hein, parce que pour faire 100, il suffisait de ce système alert random de le mettre dans le catch et le mettre encore une fois ici. Bon, effectivement, c'est juste une manière d'éviter d'écrire 2 fois du code, quoi. Mais bon, c'est pas un truc qui est, c'est un truc à la Java, mais c'est pas un truc qui est super utile. Bon, bref, la règle, c'est finally, c'est toujours exécuté. Donc ça va afficher test 3, finally est effectué. C'est parti. Test 3, 2 points, finally est effectué. Voilà. Évidemment, ici, quand cette expression qui a été lancée a été traitée, donc elle a été attrapée, donc elle a été traitée. Donc à ce moment-là, le programme, il continue son exécution, donc il affiche test 3, fin de la méthode. Là, je commence à avoir un doute à dire que ce truc-là n'était pas exécuté. Si ce truc-là n'est pas exécuté, si jamais il y a un autre type d'exception qui serait lancé là-dedans, qui ne serait pas une mon exception. Si vous avez un autre type d'exception qui est lancé, à ce moment-là, si elle n'est pas attrapée, ça ne sera pas exécuté. Mais là, comme celle-là, elle est attrapée, là, c'est évidemment le truc est exécuté, quoi. Donc test 3 de point fin de la méthode. Il n'y a plus qu'à écrire ça. Hop. J'espère que j'aurai la place. Ouais, donc fin de la méthode. De la méthode. Voilà. J'ai pas d'accent en plus. Donc on retourne au main maintenant. Donc il retourne. Test 3 s'est bien passé, hein. Il n'y a pas d'exception qui a été lancée, puisque, enfin, qui est sortie de test 3, puisque elles ont toutes été attrapées. Et donc maintenant, on a un appel à test 4, mais dans un bloc try catch ici, quoi. Donc ça veut dire que là, si test 4 ici génère une exception de type mon exception, elle sera traitée. Par contre, si test 4 envoie un autre type d'exception qui est pas celle-là, quoi, à ce moment-là, ça va planter le programme. Le truc ne sera pas attrapé. Donc on va regarder test 4. À mon avis, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a déjà fait déjà. Donc if true qui sert à rien toujours, je dis. Donc ça crée déjà un truc de type mon exception, donc ça fait toujours le machin quoi, que ça crée une exception. On est parti, donc à chaque fois c'était mon exception constructeur. Est-ce que j'ai prévu? Ah ouais, j'ai prévu 2 trucs. Alors mon exception 2 points constructeur, donc ça c'est comme d'hab. Voilà. Donc quand ça a créé l'exception ici, ça la jette. Et comme c'est un, voilà, ça la jette et il n'y a pas de catch. D'accord? Mais comme je vous l'ai dit juste avant, en fait, le finally, il est toujours exécuté, quoi. Donc, throw mon exception comme elle n'est pas catch, ce qui va se passer, c'est que ça va retourner à l'appelant en lui jetant l'exception, quoi. Ça va retourner à l'appelant, donc le main en lui jetant l'exception, mais avant, en fait, il va exécuter forcément le finally parce que le finally est toujours exécuté. Donc ça va afficher test 4, finally est effectué. Test 4, 2 points. Finally est effectué. Voilà, et puis une fois que finally est effectué, ça va pas être exécuté parce que là, il va sortir en fait en jetant l'exception de type mon exception. Et cette exception s'appelle lancer dans enfin le toString de cette exception, ça sera lancé dans test 4. Donc, hop. Donc, il se trouve que dans le main test 4, il est dans un bloc try. Test 4 est dans un bloc try. Ça catch justement un truc de type mon exception qui est exactement le bon type de l'expression qui a été jetée par test 4. Et donc, ça va afficher ça. On récupère l'exception, on la traite. Donc, ça va afficher main test 4 capture de l'expression plus E. Et le E, c'est le truc habituel, quoi. D'accord. Main test 4 capture de l'expression. Main test 4 capture de
l'exception et ensuite ça affiche le test de l'exception qui est le test, comme d'habitude ici, qu'on avait utilisé pour la construction. Donc il va dire lancer dans test 4. Alors je me rends compte d'un truc, ouais. En fait, le toString des exceptions, juste avant, ça écrit aussi le nom de l'exception, le nom du type. Mon exception, 2 points, en fait. Voilà. Et ça aussi ici, et aussi là, en fait, quoi. Bon, petit oubli, quoi. Donc évidemment, c'est une méthode toString, c'est pas nous qui l'avons programmée, hein, c'est celle de la classe exception, quoi, dont hérite mon exception. Donc pour le main test 4, c'est bon, il a été récupéré. Donc évidemment, comme mon exception là, qui a été lancée par T5, a été capturée ici, eh ben, le programme continue son exécution normalement, quoi. Pardon, on était là. Il continue son exécution normalement. Donc là, il saute une ligne, a priori. Bon, moi, ça va me permettre de sauter une page, hein, pour avoir la place. Et de la même manière que pour test 4, là, test 5, il va aussi être appelé dans un bloc try. Donc c'est le même principe ici. On va regarder ce qui se passe dans test 5. Pareil que test 4, mais ici, l'exception n'est pas levée. Donc if false, donc effectivement, donc ça c'est pas lancé, quoi, évidemment. Donc ça ne crée pas une mon exception parce que a priori là ça rentre jamais là-dedans. Donc dans le bloc try, c'est comme s'il était vide, hein, il se passe rien. Donc ça, normalement, si le compilateur est un petit peu malin, il remplace tout ça par rien du tout. Voilà. Alors, il n'y a pas de bloc catch, mais de toute façon, comme il n'y a pas d'exception lancée, il n'aurait jamais été exécuté. Et il y a un finally, et comme je vous l'ai dit, un finally, il est toujours exécuté. Donc, il va y avoir un affichage de test 5, finally est effectué. Donc là, je vais m'arrêter là, je saute une ligne. Voilà. Il écrit test 5, finally est effectué. Voilà, poursuivons. Donc, test 5, non, ça je suis pas dans le main. Donc là, toujours été exécuté, voilà. Et là, il ne s'est rien passé de spécial, hein, il y a pas eu de lancer d'exception particulière qui aurait pas été récupérée. Donc ça va afficher test 5, fin de la méthode. Voilà, test 5, fin de la méthode. Regardons maintenant dans le main ce qui se passe. Alors, try test 5. Alors évidemment, test 5, il a renvoyé aucune exception, hein. Il n'y a aucune exception qui a été levée, ni jetée d'ailleurs, moi je préfère dire jetée, mais... Et donc, il y a le bloc catch n'est pas activé, hein, parce qu'il n'y a pas d'exception, et donc ça va afficher juste fin du programme. Donc, je vais juste regarder, vérifier par acquis de conscience test 5. On a fait test 5, fin de la méthode, c'est fait. Et donc, il est là, on retourne et ça affiche fin du programme. Et voilà, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous êtes en train de terminer vos projets, ce qui est très mal. Pas de questions? Sinon, bah, c'est formidable, je vais pouvoir passer à la suite. Donc là, pour NDATIA, là, on va pouvoir commencer le vif du sujet, c'est-à-dire l'exercice 73, qui est tiré d'un examen de 2016, donc qui date un petit peu là. Gestion d'un système de tirage de boules de couleur. Donc ça, c'est un truc pour l'histoire ah oui, du singleton pattern là. J'aime pas trop le singleton pattern, je trouve que ça sert à rien. Mais là, c'est pas tout à fait un singleton pattern, en plus, c'est plutôt une factory qui essaie de créer des objets de manière unique, quoi. Bon, c'est un peu moins con. Parce que le singleton pattern, faire une classe pour un truc qui est un objet unique, c'est un petit peu complètement con, quoi. Passons.
De toute façon, comme c'est au programme, ça nous permet de voir ce que c'est de toute façon, hein. C'est quand même un truc qui est quand même suffisamment utilisé, mais je pense que les gens, ils ont arrêté de faire ces bêtises-là maintenant, quoi. Voilà, c'était à la mode à un moment et puis maintenant c'est un petit peu moins, intéressant. Je parle pour vraiment le singleton pattern, quoi. Après les factories, bon, je dis pourquoi pas, éviter de créer des multiples objets identiques, effectivement, ça peut servir à quelque chose, quoi. Au niveau d'avoir des programmes un petit peu optimisés, on va dire. Alors, on nous donne déjà une classe bool, donc un attribut privé qui s'appelle couleur, un constructeur public, qui prend une couleur et puis qui met la couleur, et ensuite, une méthode main de test, a priori, qui crée 3 booles, une rouge, une jaune et une bleue, et qui fait une affectation de B4 à B. Donc 73.1, à l'issue de l'exécution du code ci-dessus, combien y a-t-il de variables d'instances de bool? De variables et d'instances. Bon, attendez, variables, c'est... Donc l'exécution, c'est ça. Combien de variables de type bool? Il suffit de voir. Combien il y en a qui sont déclarées? Il y en a 4, hein, B1, B2, B3, B4. Donc 4 variables. Combien il y a d'instances? Bah là, on compte les new. 1, 2, 3, donc les 3 instances, quoi. Donc 4 variables, 3 instances, pour 73.1, et c'est vite torché. 4 variables, 3 instances. Pas de difficulté. Je passe à la suite. Donnez la ligne de code pour créer un tableau de booles nommé urne contenant les 4 références précédentes. Donc c'est 73.2, 73.2. Alors, on veut créer une variable qui est de type urne, pardon, qui s'appelle urne. Voilà, et donc ça va être en gros un tableau de 4 boules. Donc son type, ça va être boule, crochet, crochet. Alors, on veut qu'il ait 4 cases et que ce soit les 4 boules précédentes, B1, B2, B3, B4 qui soient dedans. Donc ça, c'est un truc qui sera écrit à la suite, dans le main à la suite, là, hein. D'accord? Si je reviens sur mon main là, voilà, on l'écrirait juste après boule B4 égale B1, là, on continuerait avec ce tableau-là, c'est ce qu'on nous demande. Donc la chose la plus simple, c'est de faire un truc comme ça, B1, B2, B3, B4. Voilà. Donc ça va créer le tableau comme on le veut. Alors, évidemment, là, il y a un new qui a été fait de manière implicite, hein, pour créer le tableau de boule qui est ici. Si je voulais le mettre ici en détail, ce qui se passe, enfin, en gros, ce que vous pouvez imaginer se passer, c'est qu'en réalité, donc ça commence à créer un tableau qui s'appelle urne, et ça instancie le tableau, donc évidemment avec new boule de 4. Donc ça crée un tableau de 4 boules, point virgule. Et ensuite, les 4, donc là, quand ça crée le tableau de 4 boules, les urnes de 0, de 1 et de 2 et de 3, hein, ils valent nul. Donc maintenant, il va falloir les renseigner. Donc là, je lui donne B1. Urne de 1, je lui donne B2. Urne de 2, je lui donne B3. Voilà. Et urne de 3, je lui donne B4. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, quand vous faites donc évidemment, s'il est préférable de faire ça comme ça, dans ce cas de figure, parce que c'est quand même beaucoup plus compact, quoi. Mais n'oubliez pas que quand vous faites un égal comme ça et que vous ouvrez des accolades, implicitement, il y a un new qui a été fait. Donc il va appeler le constructeur des tableaux, quoi. Voilà. Mais bon, c'est beaucoup plus efficace de faire ça comme ça. Donc là, il y a quand même un new qui a été fait, hein. Il y a bien un objet de type boule, crochet, crochet, quoi. Voilà pour lui. Je pense que ça pose pas de difficulté, hein. Vous n'hésitez pas à m'interrompre de toute façon comme d'habitude. Hop, next. Alors, donnez la ligne de code pour choisir aléatoirement une boule dans le tableau urne. Donc on continue toujours le code dans la méthode main, hein.
Pour gérer aléatoirement une boule dans la méthode, dans le tableau urne, pardon, et la ranger dans une nouvelle variable de non choix, qui a probabilité de tirer une boule rouge. On fera ça après. Donc on va déjà créer une variable de type choix. C'est une boule, donc elle va être de type boule. Et il faut en tirer aléatoirement dans l'urne. Alors il y a une question. GG Sam, je te remercie. Je pense que tu dois pas être dans le cours. J'espère que tu vas rester sage. Hop. Donc c'est parti. Donc 73.3. Donc j'ai dit la variable elle s'appelle choix, elle est de type bool. Donc bool choix. Voilà, et on nous demande de tirer aléatoirement dans le tableau. Alors le tableau il s'appelle urne. Et là, entre les crochets, il faut que je tire un nombre entre 0 et 3. Donc pour tirer un nombre entre 0 et 3, on utilise évidemment mathRandom. Alors je vous rappelle que mathRandom, il tire un nombre entre 0 et 1. Comme ça, hein, entre 0 et 1, avec un non compris. Donc il tire un flottant. Donc si je veux un nombre, là ça va tirer un nombre entre 0 et 1. Moi ce que je voudrais en fait, comme j'ai 4 boules, qui tirent un nombre entre 0 et 4, comme ça, avec 4 exclus. Donc pour faire ça, bah, il suffit que le nombre qui est compris entre 0 et 1, si je le multiplie par 4, et en particulier pour faire ça en toute généralité, je vais le multiplier par la taille de mon tableau qui s'appelle urne. Voilà, donc je peux faire urne.length. Comme ça, si j'ajoute un peu plus tard un élément dans mon urne, j'aurais pas à changer cette ligne de code là. Donc cette partie-là, donc ça va me tirer un nombre entre 0 et 4. Et ensuite, il faut que je la transtype en int. Ce qui fait qu'en fait, si vous avez un nombre flottant entre 0 et 4, si vous le transformez en int, bah, tout ce qui est 0, quelque chose, ça va donner 0, 1, quelque chose, ça va donner 1, 2, quelque chose, ça va donner 2, et 3, quelque chose, ça va donner 3. Et vous n'aurez jamais de 4, hein, parce que 4 est exclu. Hein. Donc vous aurez forcément un entier qui est 0, 1, 2 ou 3 de manière équiprobable. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Hein. Donc je parenthèse tout ça pour bien avoir mon flottant, et je le caste en int ici, et je ferme mon crochet, et là on est bon. D'accord? Et il y avait une sous-question qui demandait quelle est la probabilité de tirer une boule rouge, sachant que notre tableau urne, si je reviens un petit peu en arrière, il contient ces 4 boules-là. Si on regarde bien, la première est rouge, la deuxième est jaune, la troisième est bleue, et la quatrième là, elle pointe vers la même chose que B1, donc elle est rouge aussi. Donc on a 2 rouges, une jaune et une bleue, donc quelle est la probabilité de tirer une rouge? Bah, 1 sur 2. Donc je vais indiquer ça ici. Hein. Proba de tirer une boule rouge, un demi. Voilà, une chance sur 2. C'est bon, pas de difficulté. Bien, c'est parfait. On va pouvoir continuer. Alors, la classe suivante, qu'on appellera une factory, donc c'est une, je perds mon anglais quoi, une usine en fait quoi. Donc c'est un truc qui crée des objets quoi. Donc la classe suivante c'est une factory, permet de générer des boules dont la couleur est choisie aléatoirement. Alors des erreurs se sont glissées dans cette classe. La première empêche la compilation, donc il y a une erreur de compilation quelque part, et une autre, c'est provoque un dysfonctionnement. La méthode de génération des boules renvoie toujours des boules rouges. Donc si vous avez déjà la réponse, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat tout de suite là. Et sinon, je vais donner la solution. Donc public class, boule random factory, donc ça, a priori, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. On est bon, ça ouvre une accolade là qui sera fermée ici. On a un public final string. Alors final, ça veut dire qu'une fois on lui donne une première valeur, cette valeur on peut plus la changer. C'est ça la signification de final. Donc c'est public, bon, pourquoi pas. Donc c'est un tableau de chaînes de caractères qui s'appelle couleur et dedans il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaînes de caractères qui m'ont l'air tout à fait correctes. Séparées des virgules.
accolade point virgule, donc là, il n'y a pas de souci. A priori, ça compile. Pas de problème. Ligne suivante, public static bool build. Donc, c'est une méthode statique, c'est-à-dire que a priori, il n'y a pas besoin d'être appelée sur une instance particulière, hein. C'est une méthode de classe. Donc, c'est la même pour tous les objets, en fait. On peut voir ça aussi un petit peu comme ça. Donc, build, ça renvoie une boole. Et donc là, return new bool, donc ça commence bien, ça renvoie bien une boole. Et entre parenthèses, donc ça s'appelle le constructeur de boole en appelant ici le tableau de couleurs et entre crochets, donc ça choisit en gros a priori couleur avec une des couleurs qui est là, quoi. C'est ça qu'on suppose en fait, quoi. Donc couleur 2 avec un nombre ici. Donc après sur le nombre, on est en mat random fois le nombre d'éléments dans couleur, donc on est dans le même cas que précédemment, donc après on est bien barré, quoi. Mais là ça nous dit, en fait le problème c'est que alors il y a deux problèmes, quoi. Il y a un problème, c'est une erreur de compilation. On va peut-être régler le problème de compilation tout de suite, quoi. Bonjour Guy tu es un petit peu en retard. Genre seulement 40 minutes, hein. Voilà, donc ah oui, alors là, il va y avoir un problème, sans doute ici, voilà. Le problème, c'est que là, il va nous dire que couleur, il connaît pas. Et alors, à votre avis, pourquoi il dit que couleur il connaît pas? Moi, je sais, donc si quelqu'un a une réponse et qui veut me prouver qu'il est encore présent. Non, personne. Par contre, vous pouvez manifester votre présence en disant je ne sais pas, par exemple. La question, je répète, là, c'est là. Donc là, effectivement, il va dire que couleur, il connaît pas. Par quelle sorcellerie hein, dit-il ça? Alors, Total ne sait pas, mais merci tout de même de ton intervention. C'est un attribut d'instance, oui, tout à fait. Donc, Aislinn, c'est exactement ça, Aislinn. Là, ici, couleur, il n'y a pas statique. Donc, c'est en gros, c'est un attribut d'instance. Ça veut dire il faut créer une instance de bool random factory pour avoir ce tableau couleur. Le problème ici, c'est que build est statique. Donc en fait, ce qui se passe, la règle à retenir, c'est que dès que vous écrivez une méthode statique, elle n'a pas accès aux attributs non statiques. L'inverse par contre est vrai, hein. Si vous avez une méthode qui n'est pas statique, elle a accès. Ce sont les trucs qui sont statiques qui sont accessibles partout, quoi. Bon, mis à part la visibilité là, quoi. Mais ils sont accessibles en fait, quoi. Là, le problème, c'est que ce tableau ici de couleurs, en fait, il y en a un qui est créé par instance qu'on va créer, quoi. Et là, comme c'est une méthode statique, elle n'appartient pas à une instance particulière. Donc, on ne peut pas lui demander le tableau couleur parce que, en gros, ça voudrait dire, mais quel tableau couleur? Puisqu'il y en a un, a priori, qui est susceptible d'être différent pour chaque instance, en fait. Donc ici, là, il ne peut pas trouver ce tableau couleur, à moins que vous corrigiez ici et que vous mettiez un statique à cet endroit-là. Voilà. Vous mettez statique là, public static final string, et là maintenant vous avez ce tableau-là qui est statique, et c'est bon de le mettre statique parce qu'a priori il est final en plus, quoi, donc il va jamais changer, donc il n'y a pas besoin d'en créer un pour chaque instance. Voilà, donc ça corrige le problème d'accès à couleur, et maintenant ça nous dit en fait il y a un problème d'exécution, un truc qui est mal fait, parce que ça envoie toujours une boule rouge. Bon, alors là le problème c'est que ici il manque les parenthèses, et en fait quand vous faites le cast ici, donc méfiez-vous de ça. Le cast, il n'agit que sur le truc qui est immédiatement après, hein. D'accord? Le cast est prioritaire sur la multiplication. Donc en fait, si vous avez matrandom, lui, il vous renvoie un truc entre 0 et 1, là, que la première chose que vous faites, c'est de le caster en int, ben, un nombre entre 0 et 1, si je le caste en int, ça va toujours donner 0, quoi. Et vous aurez beau multiplier 0 par la longueur de votre tableau, ça ne va rien changer, et ça vaudra toujours 0. Donc du coup, là, c'est comme si on appelait toujours couleur de 0, et il se trouve que couleur de 0, effectivement, c'est le rouge. D'accord? Donc très important de mettre les parenthèses ici parce que le cast est les prioritaires sur la multiplication. Et puis donc du coup sur l'addition, sur tout ce que vous voulez, quoi. D'accord? Donc pensez bien à ça, que la priorité du cast. N'hésitez pas à surparenthéser si vous avez des doutes, hein.
C'est, ça reste juste et vous êtes sûr de pas vous tromper comme ça, quoi. Voilà, donc voilà les 2 erreurs qui étaient, pour la question 73-4. Du coup, je réponds pas spécialement en plus. Alors ensuite, en supposant que le code précédent a été corrigé, bah, écoutez, vous êtes content parce que c'est le cas, donnez les lignes de code pour générer 1000 boules, rien que ça, de la classe précédente et les stocker dans une array list nommée grande urne. Bon, bah, on va s'exécuter alors. Donc on crée une array list de type grande urne et on va mettre 1000 boules dedans. Et ok, c'est parti. Donc, il faut mettre ça dans une méthode ou pas? En supposant donner les lignes, non, ils veulent juste les lignes de code. Donc on imagine qu'on peut écrire ça dans le main, quoi. Alors, c'était quoi le numéro? 113.5. Alors, on est parti pour le code. Donc, array list. Alors, array list, a priori, c'est une classe template, donc vous précisez une array list de quoi? Donc là, ça va être des boules. Alors, array list, en gros, c'est une espèce de vecteur qui grandit tout seul, hein. Donc, a priori, quand vous le créez, il est vide et plus vous allez mettre des choses dedans, grâce à la méthode add, ça va ajouter des choses à la fin. Donc, arrays de boule, on a dit que ça s'appelait comment? Grande urne, GDE urne, voilà. Et donc, il faut faire un new évidemment, parce qu'on est en Java, c'est super verbeux. Donc, new array list, il faut repréciser, comme si ce n'était pas une évidence, que c'est des boules. Et ouais, le constructeur par défaut, c'est parti. D'accord, donc ça nous crée un array list, a priori, qui est de taille vide, au départ. Et donc maintenant, il va falloir mettre les 1000 trucs dedans, donc on est parti. For int i égale 0, tant que i est strictement inférieur à 1000, plus i, hop. Moi j'aime bien mettre des accolades directement là, même s'il n'y a qu'une seule ligne. Parce que comme ça, si plus tard je rajoute une ligne, j'ai pas besoin d'ajouter des accolades, je ne risque pas de me planter. Et donc la méthode de ArrayList pour ajouter un élément à la fin, c'est add. Donc gde urne point add, et là on lui rajoute un élément. Donc là on nous demande de a priori rajouter une urne, mais il se trouve qu'on a justement une factory qui nous permet de balancer des urnes. Ouais, une méthode build qui nous balance. Alors comme c'est une méthode statique, pour l'appeler, on écrit le nom de la classe, point, et le nom de la méthode qui s'appelle build. Donc le truc s'appelle bool random factory. C'est parti. Bool random factory point build. J'ai un peu mis trop de jambes dans le build. Voilà. Build. Hop. Je ferme la parenthèse du add, point virgule. Voilà. Pour les méthodes statiques, je conseille vraiment de les appeler avec le nom de la classe devant, quoi. D'accord? Et pas avec une instance, quoi. Il y a la possibilité en Java d'utiliser un nom d'instance de type bool random factory pour pouvoir faire le point build, mais franchement, je vous conseille pas de faire ça. Non, les méthodes statiques, elles sont statiques, donc elles appartiennent à tout, elles sont communes à tous les éléments, toutes les instances de cette classe-là, et donc écrire le nom de la classe, c'est quoi? Donc nom de la classe, point la méthode pour les méthodes statiques, et évidemment, vous n'avez pas le choix pour les méthodes qui sont pas statiques. Là, vous êtes obligé de mettre une instance, point quelque chose. D'accord? Comme ça, chacun a sa syntaxe, hein, et les vaches sont bien gardées. Voilà, donc ça en crée 1000. Voilà, on est content, c'est tout. Pour ceux qui sont un peu curieux, en C++, c'est pas un point, c'est deux points comme ça. S'il y en a qui veulent savoir, quoi. Et avec le nom de la classe devant, c'est la même chose. Voilà pour la seconde C++. Poursuivons ensuite.
Hop, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, sinon vous me le signalez, hein. Question 73.6, nous voulons faire des statistiques, comptage, sur les boules de grandeur. Donnez le code de la méthode standard equals, ok, donc on vous demande de... Donc, equals, évidemment, c'est une méthode standard, ouais. Donc on va écrire le code de equals de la classe bool. Donc on imagine qu'on est dans la classe bool. Remarque, l'attribut couleur n'est jamais nul. Mais c'est un objet. D'accord. L'attribut couleur, oui, c'est une chaîne de caractères, a priori. Et c'est là-dessus qu'on va le tester. Donc on a cette hypothèse effectivement qu'il est jamais nul. Alors méthode standard equals. Donc on imagine qu'on a mis dans la classe bool. Donc 113.6.1. On est parti, donc on est dans cette classe-là, et on va rajouter public boolean equals. Alors, c'est une méthode standard, hein, et sa signature par défaut, ça prend un object que je vais appeler O pour faire original en argument. Donc ça prend pas un... Comme on est dans la, comme on est dans la classe bool, on pourrait dire qu'effectivement on met bool ici, comme ça c'est le seul truc qui passe. Mais a priori non, on va pas faire ça comme ça. Alors du coup, comme on a pas avoir n'importe quoi comme objet O, il sera pas forcément de type bool, hein, donc ça sera un truc à vérifier. Mais la première chose à faire en fait dans la méthode equals, c'est de régler le truc immédiatement en se disant que si de toute façon ils ont la même adresse, donc si this, en fait je veux comparer this avec O. Hein. Le this, c'est le machin qui sera devant le point equals quand je vais appeler point equals, quoi. Donc c'est ça le this. Et l'objet O, c'est lui, c'est celui qui est passé en argument. Parce qu'en fait, quand on appelle la méthode equals, j'écris A point equals B. D'accord? Donc quand j'écris un truc comme ça, le B, ça va être le O, et le A, ça va être le this. D'accord? Petit rappel, mais j'espère qu'à ce niveau du semestre, vous avez tous compris ça. Donc, directement, si this, c'est O, bah, le problème est réglé. Hein. Donc ça veut dire que les deux c'est la même chose, quoi. Donc c'est même pas la peine de se casser la tête. Ça veut dire que c'est bon. Return true. A priori, c'est les mêmes. On a même pas besoin de regarder leur type. Hein. S'ils ont exactement la même référence, c'est les mêmes objets. Donc voilà pour lui. Donc il marchera même pour les trucs hérités, quoi. Bon, ouais, whatever. Bon, alors deuxième chose, quoi. Alors, maintenant, je vais tester s'ils ont la même classe. Alors, vous avez deux méthodes. Soit vous utilisez instance of, soit vous utilisez getClass. Bon, alors on peut regarder la littérature sur Internet pour regarder c'est quoi les bonnes pratiques là-dessus, quoi. Là, on va utiliser getClass. Instance of, c'est un peu plus général parce que instance of, ça prend en compte l'héritage. Donc la question que vous devez vous poser, c'est ma méthode equals. Est-ce que je dis qu'il y a un objet dérivé d'une boule? Est-ce qu'il peut être égal à une boule? Si vous décidez que oui, alors vous pouvez utiliser instance of pour que ça marche. Là, on va utiliser getClass. Donc getClass, ça demande à ce que le type de O ici, le vrai type de O, ça soit exactement le type boule. D'accord? Donc ça, c'est un choix à faire et en fonction de ce choix-là, il faut faire les choses correctement. Donc l'idée ici, c'est que je dois tester si O.getClass, qui est une méthode standard, hein, est égal à this.getClass, ou getClass directement. Voilà. Alors pourquoi j'ai essayé de la place, vous allez voir tout de suite. O.getClass, this.getClass. Alors this, il peut pas être nul, d'accord? Parce que this, ça vient d'un truc, on a fait machin point truc, quoi. Donc si on a fait machin point truc avec un truc nul ici, c'est qu'on est vraiment un abruti, quoi. Ça ne peut pas marcher, quoi. D'accord? Ça va planter directement, même pas, elle va jamais te rappeler cette fonction, quoi. D'accord? On ne peut pas appeler un truc sur un. Donc, A.equals, si A est nul, ça va planter directement, quoi. Donc, on peut supposer, donc, comme le A ici, c'est ce qui est devant le point, c'est le this, à l'intérieur de la méthode. Hop.
Donc lui, il peut jamais être nul. Donc on peut faire point getClass dessus. Par contre, le O ici, on peut très bien lui envoyer un nul, ce qui serait très mal. Et donc là, ça ferait planter le programme si on appelait, si on essayait de déréférencer en fait O avec getClass. Donc du coup, on va faire ça un peu différemment. C'est que je vais dire en fait, si O est nul ou, voilà. Donc si O est nul, bon, ça veut dire qu'ils sont pas égaux du coup, parce que j'ai déjà dit que V c'était pas nul. Donc un truc pas nul peut être égal à un truc nul. Donc là, j'ai écrit une condition pour dire qu'ils sont pas égaux, quoi. Donc ils sont pas égaux à quelle condition? Si O est nul, ou bien à ce moment-là, O n'est pas nul, et donc O.getClass est différent de, voilà, ils sont de classes différentes, quoi. Donc entre ces deux trucs-là, je return false. Voilà. Donc ça, c'est le cas où ils sont pas. Donc du coup, arrivé à cette ligne-là, je suis sûr déjà d'une part que O n'est pas nul et qu'ils sont de la même classe. D'accord? Puisque si ça s'est exécuté, il est sorti avec return false. S'il est arrivé là, ça veut dire que cette condition-là est fausse. Et si cette condition-là est fausse, ben ensuite, pour la négation de cette condition, la négation de cette condition, c'est O est différent de nul. Très bien. Le OU se transforme en et. Donc O différent de nul et O.getClass est égal à this.getClass. D'accord? Donc O n'est pas nul et ils sont de la même classe. Donc on est bon. Donc si O n'est pas nul et ils sont de la même classe, à ce moment-là, il suffit d'aller maintenant vérifier qu'ils ont la même couleur, quoi. Donc ils sont égaux à partir du moment où ils ont la même couleur. Donc return. Comment je récupère la couleur? Bah, il y a une méthode couleur dedans. Il y a un attribut couleur dans le. Je sais pas si je vais remonter. Ouais, bon, vous regardez le. Je vais faire planter mon programme. Vous remontez tout ça là et vous allez voir, il y a un attribut qui s'appelle couleur, me semble-t-il. Donc à quelles conditions les deux boules sont égales? Si leurs couleurs sont identiques. Donc on va écrire directement return alors on va pouvoir dire attends, this this il est type on est dans la classe boule donc il est type boule. Donc il a un attribut couleur, voilà, auquel il a accès évidemment, puisque on est dans la même classe. This.couleur est égal à O.couleur, mais alors enfin je peux pas faire O.couleur parce que O il est type object. Hein. La première chose à faire c'est le transtyper. Donc je vais le caster en boule, boule O, et maintenant que c'est une boule, je vais lui faire son point couleur. Et comme on nous a dit dans l'énoncé qu'évidemment ces trucs-là sont jamais nuls, alors je vais peut-être mettre égal égal, alors c'est des strings donc je pourrais mettre, ouais. Comme c'est des strings, je pourrais mettre égal égal. Si vous voulez mettre du equals, on peut mettre du equals à la place, quoi. Donc à la place du point du égal égal, je peux écrire equals de ça. Quoique c'est encore mieux, c'est si je mets non, ouais, c'est bien ça, quoi. Et voilà, donc là maintenant on demande la méthode equals de couleur, donc de string en fait, de nous donner la réponse. Voilà, j'ai plus qu'à fermer la collette de cette méthode. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a un truc que vous voulez que je réexplique? Ce que je ferai volontiers. Bon, je tiens compte un petit peu du délai du chat. Mais... Non, c'est bon, bah parfait. Alors, voyons ce qu'il y a comme question suivante. Il est bientôt 17h. Parfait. Alors, comptez le nombre de boules de chaque couleur et afficher le résultat dans la console. Donc, et afficher le résultat dans la console. Okay, c'est une fonction qui affiche. Alors, comptez le nombre de boules de chaque couleur et on vous donne en fait un algo. Ici, on vous propose, c'est pas imposé, si vous voulez faire différemment, mais moi je vais suivre l'algo, hein, on va pas s'emmerder. Donc, 1, pour toutes les couleurs du tableau couleur. Donc, dès qu'il y a un pour comme ça, c'est une boucle. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est une annale, quoi. Donc, c'est un sujet qui avait déjà été donné. Hein. Alors, pour toutes les boules, pour toutes les couleurs du tableau couleur, de la classe boule factory, alors vous vous rappelez, en fait, le tableau couleur, c'est un tableau statique hein, qui contient je crois qu'il y avait 6 couleurs dedans.
qui sont des chaînes de caractères, donc ça pose une chaîne de caractères. Donc on parcourt toutes ces chaînes et pour chaque chaîne, on crée une boule de la couleur. On essaie un compteur à 0 et pour toutes les boules de grandeur, on va vérifier que si elles sont égales, donc avec la méthode equals évidemment qu'on vient d'écrire, quoi. Et une fois qu'on a terminé cette boucle, on affiche la couleur, donc bleu, rouge, machin et tout, et le nombre de boules trouvées, donc qui doit être stocké donc, dans le compteur qui est là. Eh bien c'est parti, allons-y. Donc c'est la question 73.6.2. 73.6.2. Hop. Alors, elle a un nom cette méthode. Compter le nombre et afficher le résultat dans la console. Non, elle n'a pas de nom. Bon. Je vais juste mettre le code du coup, hein. On s'imagine que c'est dans une classe. Où vous voulez, quoi. Ok, donc c'est parti. Alors, on nous dit comment de parcourir le tableau qui s'appelle le tableau couleur. Bon, donc for cool, deux points couleur, de manière le plus efficace de parcourir un tableau. Donc pour toutes les couleurs du tableau. Alors, ah ouais, alors couleur, je sais pas où je suis là quand j'écris ce code-là. Donc comme c'est un attribut statique, je vais réécrire le nom de la classe qui était après le tableau couleur est dans bool factory. Alors il faut que je le type cool aussi, quoi. Alors for bool cool, deux points. Donc c'était la boule, la classe est bool factory point et l'attribut statique c'est couleur. Couleur, voilà, il est public, donc pas de problème. Hop. Donc pour chaque cool dans ces couleurs-là, on nous dit créer une boule. Hein, on nous dit ici, créer une boule de la couleur courante. Allez, boule courante égale new boule. Donc je crée une boule. Et j'appelle le constructeur de boule qui prend en argument. Alors non, on avait un. Ouais. Je sais plus, on n'avait pas une factory pour les boules? Ah non, c'est la factory, elle crée une boule aléatoirement. Là, je veux une boule en particulier qui est la bonne couleur. Donc je vais lui faire new boule de cool. Donc comme ça, il va me créer une boule de la bonne couleur, de la couleur courante. Et une fois que c'est ça, notre algorithme, il nous dit, alors initialiser un compteur à 0 et ensuite parcourir la grandeur. Alors le compteur, c'est parti. Int compteur initialisé à 0. Et on parcourt les éléments de l'array list grandeur. Donc for bool B dans grandeur. Alors la question c'est grandeur, il était dans quoi? Grandeur, ouais. Enfin, on est toujours dans le main de tout à l'heure. En fait, quoi. Donc le grandeur a été créé juste un peu plus tôt, juste au-dessus, quoi. Voilà. Pour chaque élément, pour chaque boule B dans grandeur, je vais incrémenter le compteur seulement si on est bon au niveau de l'égalité. Donc on va utiliser la méthode equals qu'on vient de créer en fait, quoi. Equals point, enfin non, pardon, donc courante, on la compare à la boule B. Voilà. Et si elles sont égales, c'est-à-dire quand elles sont égales, c'est-à-dire qu'elles ont la même couleur. Donc si elles ont la même couleur, à ce moment-là, j'incrémente le compteur. Voilà. Et si elles sont pas égales, évidemment, on ne fait rien. Voilà. Une fois que j'ai terminé ma boucle for, donc j'ai parcouru toutes les boules de la grande urne, j'ai incrémenté mon compteur comme ça, et donc après, on nous demande de faire un petit système out.println du résultat en affichant la couleur et le nombre d'éléments et le comptage. Système out.println. Et alors, première chose qu'on nous demande, c'est d'afficher la couleur. Donc la couleur, elle s'appelle cool. Alors je crois qu'elle a non, c'est la boule. Ah non, c'est cool, ouais.
cool, plus, je vais mettre un petit 2 points comme ça, plus, et là je vais mettre le compteur. Voilà. D'accord? Compteur qui est un entier, mais qui va être transformé automatiquement en chaîne de caractères pour les besoins de l'affichage, hein. Ça marche à partir du moment où vous avez un entier comme ça ou un flottant. Si vous voulez l'afficher, il suffit qu'il y ait une chaîne de caractères qui soit juste devant, quoi. Donc soit là, avec cool directement, ça marchait parce que cool est déjà une chaîne de caractères. Mais en gros, la manière de transformer un entier en chaîne de caractères, c'est je mets une chaîne vide et je fais plus et je mets mon entier ici, quoi. Et ça transforme forcément votre entier en chaîne de caractères. Donc voilà comment une méthode pour transformer les entiers en chaîne de caractères sans utiliser d'autres choses particulières, quoi. Hop, hop, hop. Voilà, donc maintenant on ferme la boucle du for principal et on est bon, quoi. Donc pour chaque couleur, il va bien afficher tout ce dont on a besoin. Ça vous va ou pas, quoi? Ouais, bah là, il avait un peu déconnecté, donc il n'a pas effacé les trucs. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi. Ok, hop, j'avance. Alors, 73.7, un second développeur propose une nouvelle architecture correcte cette fois-ci. Donc, il nous reste 40 minutes. Penser la classe bool et la factory associée, sans les aspects aléatoires. Bon, bref. Alors, voyons ça. Ça s'appelle bool v2. Donc c'est une classe qui va représenter une boule. Elle a un attribut privé qui est sa couleur, donc comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Et elle a plein de variables ici statiques final, donc enfin une constante on va dire, quoi, parce qu'une fois qu'elles sont initialisées, elles ne pourront plus changer. Et elles sont initialisées là directement, donc ce sont des constantes en fait, hein. Donc elles sont toutes de type boule V2, hein, ici il y a les noms de couleurs qui sont donnés là. Elles sont écrites en majuscules, c'est une convention, hein, a priori, qui existe, hein, dans laquelle les constantes, on les représente uniquement en écrivant toutes les lettres en majuscules. Voilà, et donc on crée les différentes boules V2 ici, avec le constructeur de boule V2 qui prend en argument une couleur, et le constructeur il est marqué là, et le constructeur là il est privé. Ça veut dire qu'en fait on ne pourra pas créer d'autres boules de type V2, quoi. On sera obligé d'utiliser celles qui sont là. Donc boule V2, ça prend une couleur et puis ça initialise la couleur. Donc c'est le même constructeur que tout à l'heure, hein, il n'y a pas de difficulté. Donc en gros, cette classe-là, tout ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est les attributs publics qui sont là, ils sont des constantes. En gros, les boules sont déjà créées et on ne peut pas les changer. On ne peut pas les changer et on ne peut pas en créer d'autres. En fait. Donner le code permettant de stocker 1000 boules V2 tirées aléatoirement dans une ArrayList. Bien. Donc si on veut tirer 1000 boules V2 tirées aléatoirement dans une ArrayList, la première chose qu'on va faire, c'est mettre tout ça dans un tableau, quoi, pour pouvoir faire le tirage comme on l'a fait tout à l'heure, quoi. Ne faites surtout pas l'erreur enfin, c'est pas une erreur, ça pourra marcher, quoi. Mais de faire un truc où vous tirez un nombre et après vous écrivez si le nombre c'est 0, alors return rouge. Si enfin, ajoute rouge. Sinon, si la valeur c'est 2, alors retourne. Enfin, ça c'est infernal, faudrait pas faire ça comme ça. Bon, évidemment, ça, c'est une bêtise d'avoir fait ça comme ça. Ouais, pourquoi pas. Mais peut-être que aussi on aurait pu créer directement le tableau ici pour avoir son bon usage, quoi. Bon, là il est pas créé, donc on va le faire nous-mêmes. Donc donner le code permettant, donc c'est juste du code, donc on va pas l'écrire dans une méthode en particulier. Pas stocker mais ou quoi qu'on peut l'écrire dans un main, hein, si nécessaire, quoi. Ou sinon n'importe quelle méthode, hein, pas d'importance, une méthode publique et statique a priori. Alors 1000 boule V2, bon on va faire ça dans un main. Hop, c'est parti, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de main. 73.7.1, public, statique, void main, avec son string crochet crochet arcs,
piouf, piouf. Alors, je vous dis, la première chose qu'on va faire, c'est créer un tableau des différentes couleurs. Donc, boule, tableau. On va l'appeler, je suppose on l'appelle urne comme tout à l'heure, quoi. Ouais. On va appeler urne, il y aura 6 boules dedans, quoi. Égal, et là, on va directement mettre les éléments qui sont dedans. Donc, rouge. Bon, j'écris pas le nom de la classe devant, parce qu'évidemment, comme on est dans la même classe, hein, c'est superflu. Il va les trouver forcément. Alors, dans quels ordres encore? Rouge, jaune, bleu, vert, orange, bleu. Rouge, jaune, bleu, vert, orange, violet. Je sais plus si ça fait mieux. Si, ouais. Rouge, jaune, bleu, verte, orange, violette. J'ai pas la place. Voilà, on ferme la collade, point virgule. Voilà, donc ça crée mon urne pour faire le tirage qu'on va faire comme d'habitude. Et bon, vite fait, parce qu'on l'a déjà fait en fait, quoi. On crée un array list de boules qui s'appelle grande urne. Voilà, égale new array list de boules. Ah non, mais c'est des boules V2. Attention, je corrige. V2. Donc de boules V2. Voilà, fermer le machin comme ça. Et constructeur par défaut. Ok, donc ça va créer l'array list vide. Et avec add, on va ajouter successivement les différents éléments. Donc comme tout à l'heure, for int i égale 0 tant que i inférieur à 1000 plus i. Grande urne point add. Et donc faut que je tire un nombre, pardon, faut que je tire une des boules dans ce machin là. Donc on va faire comme d'habitude, urne, crochet. Je vais déjà prévoir que le crochet se ferme ici et s'arrête là. Et là-dedans, il faut que je fasse un tirage. Donc on va caster en int. La chose suivante, hein, j'oublie pas les parenthèses. Donc mat.random. Donc ça tire entre 0 et 1. Fois, je fermerai la parenthèse. Et là, j'écris grandurne.length. Voilà. Donc ça va tout me tirer les boules comme il faut. Et a priori, bah, c'est tout. Non, c'est pas grandurne.length, c'est urne tout seul. Je suis plus rapide que vous pour corriger, c'est pas normal. Hop. Voilà, parce qu'on tire dans cette urne-là. Pas dans la grande urne, parce qu'effectivement, si on faisait comme ça planterait, parce qu'au bout d'un moment, au bout une fois qu'on aurait créé la 9e boule, là, ça marcherait plus. Quoi. Voilà, il commence à être très très long cet exercice, je trouve. J'espère qu'on va bientôt en voir la fin. Le développeur prétend que son architecture est tout autant sécurisée que la précédente, plus rapide, mais n'essaye pas d'ajouter un code equals. Bon, alors je vais répondre là-dessus. Alors, pas besoin d'equals. Bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai. Parce qu'on peut juste tester avec égal égal. Parce que, en fait, dans la méthode précédente, on crée plusieurs instances de boule rouge, en fait. Et donc, chaque instance de boule rouge, en gros, elle avait une adresse différente. Et donc, si on testait avec égal égal l'égalité des adresses, et ben, deux boules rouges n'étaient pas forcément, se trouvent pas forcément égales. Là, avec la manière dont c'est fait là, la boule rouge, il n'y en a qu'une seule, c'est celle qui s'appelle rouge en majuscule. Là. Voilà. Il n'y a qu'une seule boule rouge, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas en créer d'autres. Hein, on ne peut pas créer une autre boule rouge qui ne serait pas celle-là.
Il n'y a qu'une seule boule rouge. Du coup, si je testais si deux boules sont identiques, et bah, comme elles sont toutes uniques, en fait, quoi, je peux les tester directement avec L égale, ce qui est quand même beaucoup plus rapide. Donc là, c'est beaucoup plus rapide, évidemment, parce que égal plus rapide. Et aussi, donc moins, il y a aussi moins de mémoire occupée. D'accord? On ne crée pas 150 000 objets là, et puis le garbage collector, il n'a pas à s'exciter pour essayer de les récupérer si besoin, quoi. Moins de mémoire utilisée, hein, donc ça aussi, ça permet aussi d'avoir des. Enfin, pas forcément, hein, des fois, il est utile d'utiliser un petit peu plus de mémoire pour écrire des algos qui vont beaucoup plus vite. Mais là, dans le cas précédent, dans le cas qui nous intéresse, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, remplir la mémoire de trucs totalement identiques, là, c'est vraiment un truc qui va faire chuter les performances, quoi. Tout autant sécurisé que la précédente. Alors, je sais pas ce qui va être vraiment sécurisé là-dedans, quoi. On va dire que oui, c'est aussi sécurisé ou pas sécurisé, quoi. Bon, l'inconvénient de la méthode qui est là maintenant, c'est on peut pas créer des boules roses, quoi, avec la nouvelle architecture, quoi. C'est vraiment limité à ce que c'est. Alors évidemment, il y avait quand même moyen de faire un truc, parce que là, l'architecture de ce développeur là qui se la pète un petit peu là. Si je regarde son code là, vas-y, c'est où? Non, mais je vais un peu trop loin. Vas-y, avance, cocotte. Ça, c'était pas la bonne question. Voilà, grandiose, ça, on avait déjà fait. Avance. Voilà, c'est celle-là. Bon, alors lui, il crée ça comme ça. Bon, quelque part, il y avait quand même moyen de faire un truc dans lequel, en fait, les boules sont créées à la demande avec la couleur, et une fois qu'elles sont créées, il en crée pas de nouvelles, il va chercher celle qui est déjà créée avec la couleur. Donc ça demanderait de faire une espèce de map, en fait, quoi, un tableau associatif qui associe à une chaîne de caractères qui représente la couleur, associe sa boule, en fait, quoi. Et si on fait un truc comme ça, à ce moment-là, dès qu'on crée une boule, on pourrait faire une méthode qui crée c'est comme ça que ça fonctionne les factories, quoi. On pourrait faire une méthode qui sait créer une boule, quoi. Créer boule, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle ira regarder, est-ce que la couleur a déjà, j'ai une couleur, est-ce qu'il y a déjà une boule de cette couleur qui a été créée? Si c'est oui, je renvoie cette boule, hein, j'en crée pas de nouvelle. Si c'est non, je crée la boule, je la mets dans le tableau pas dans le tableau, dans le tableau associatif pour que les fois suivantes, on puisse la récupérer. Donc du coup, on a un truc qui soit à la fois les boules sont uniques, les boules d'une couleur donnée sont uniques, mais on a toujours la possibilité d'ajouter plus de boules si c'est nécessaire. Donc voilà, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, c'est bon. Donc, suite du programme, on va faire le fameux quiz. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des quiz. Alors, string, classe immutable. Voilà. Donc déjà, le quiz, il commence bien, puisque on vous donne la réponse ici. Classe immutable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous créez une string, en réalité, elles ne sont pas modifiables, hein. Donc, contrairement au tableau classique où vous pouvez aller regarder, parce que dans les strings, si vous avez une string qui s'appelle S, là, non, elle s'appelle A ici, vous pouvez demander A de 1, ça vaut combien? Bah, c'est la case numéro 1 dans A, c'est-à-dire le petit o qui est ici. Donc, vous pouvez accéder aux éléments de la string de cette manière-là, quoi. Je crois. Il faudrait que je vérifie. Parce que le Java, c'est quand même. On peut pas redéfinir les opérateurs, donc à mon avis. Mais comme c'est une classe. C'est la bracket string Java. Est-ce qu'on peut utiliser les square brackets, string literal machin? Je suis en train de regarder. Alors, la string en Java. Comment on accède à un caractère? C'est carat, quoi. Carat. Donc je retire ce que j'ai dit. Donc en fait, vous avez une méthode carat, quoi.
la bêtise, ça. Donc si vous voulez accéder à un élément, si vous voulez accéder au premier élément, vous êtes obligé d'écrire char at, et là, ça serait l'élément là. Mais vous n'avez pas de moyen de changer, par exemple, décider que le O ici, je le transforme en A, pour faire bonjour. C'est pas possible, ça. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est immutable, quoi. La manière dont elle est faite, la méthode, quoi, c'est, on peut jamais les modifier, quoi. Du coup, en fait, les chaînes de caractères, elles sont toutes uniques, quoi. Et à mon avis, elles sont toutes stockées de manière un peu centralisée, euh, dans une structure sûrement qui doit être un peu performante, quoi, pour pouvoir ensuite faire des concaténations de manière propre, quoi. Donc là, on est combien d'objets sont créés dans les instructions ci-après? Bah, on va compter, hein. Tu comptes en violet, là. Donc ici, combien d'objets? Bah là, un. L'objet bonjour, là, il est créé et ensuite référencé par A. Et ensuite, là, on pourrait imaginer que ça crée un tout le monde d'abord. Ensuite, on fait une concaténation de A et de tout le monde, ça créerait un troisième objet comme ça. Donc, on pourrait imaginer trois objets, même si j'imagine que c'est pas forcément nécessaire ici de créer l'objet tout le monde qui est ici, puisque a priori, il n'a pas de nom et donc il pourra pas être réutilisé plus tard. Donc, sûrement que effectivement, le 2 qui est ici, si le compilateur est un petit peu malin, normalement, il se débrouille pour pas le créer, quoi. Mais bon, en gros, l'idée, c'est ça, c'est que dès que vous écrivez un truc entre guillemets, ça va créer un objet de ce type-là, quoi. Et dès que vous faites une concaténation, ça crée un nouvel objet, hein. Donc là, c'est ça, c'est pour l'aspect immutable de string, hein. Donc, si vous en doutiez, c'est comme ça que ça marche. Donner une solution équivalente en utilisant StringWriter. Alors, StringWriter, c'est un truc un peu plus optimal. Le problème de ça, de créer des chaînes comme ça en les concaténant, c'est que c'est quand même super lourdingue parce que vous êtes en fait vous faites des copies profondes en fait, quoi. Vous êtes obligé de recopier à chaque fois les strings. Ce qui est quand même super pas bien, même si j'imagine que effectivement, peut-être que la machine virtuelle a un truc qui est peut-être un petit peu optimisé pour ça, quoi. Je ne sais pas, mais c'est éventuellement possible, quoi. Alors, voyons voir, voyons voir. Donc la classe StringWriter, donc c'est un flux. Donc c'est un truc où en fait vous ajoutez les éléments dedans, les strings au fur et à mesure, quoi, et ça les copie de manière peut-être un petit peu plus optimisée, je dirais. Ok, bon, donc on est parti, on va faire ce truc-là. Donc ta question, tu ne vois pas. Ah, c'est le quiz. Le quiz 15-2. Il y avait 15 quiz, quoi. Quiz 15-2. Je sais pas qu'il y avait. Pourtant, il n'y a pas 15 chapitres. Je sais pas qu'il y a. Ah, peut-être qu'il y a 15 chapitres, il y a plus de quiz, quoi. Je ne sais pas. Bon, alors, whatever. Donc, bon, n'oubliez pas de faire vos imports, en fait, quoi, pour récupérer ces machins. Donc, par exemple, StringWriter, il est dans java.io. .stringwriter. Voilà, si vous en avez besoin, il est là-dedans. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va en créer un. On va l'appeler SW pour faire joli. String writer. SW égale new string writer. Et on va utiliser le constructeur par défaut, a priori. Hop! Je sais pas s'il y a d'autres constructeurs ou pas. Et du coup, ce machin-là, donc c'est un. Là, c'est une structure string writer, c'est une structure qui est mutable, hein, donc on peut le modifier. Donc je peux écrire dedans. C'était quoi le truc? C'était bonjour tout le monde. Donc je peux commencer à balancer bonjour dedans. Voilà. Et ensuite en rajouter tout le monde après, quoi. D'accord? Donc ça c'est utile en fait si vous voulez créer des chaînes de caractères comme ça, pas avec la concaténation parce que ça crée à chaque fois les objets, ça copie tout. Là, ça ajoute directement à la fin. Donc je mets un espace, j'écris tout le monde. Donc c'est un peu plus optimal.
C'est l'équivalent en C++ du stream string. Et une fois que ça c'est fait, bah, je peux faire voilà, je peux récupérer sw.toString, quoi. D'accord. Une fois que vous avez fait tout ce machin-là et que votre chaîne maintenant elle a tout ce qui va bien dedans, vous pouvez créer une string s égale sw.toString. Voilà. Donc du coup là vous avez exactement le même effet. Enfin il s'appelait A tout à l'heure. Je vais l'appeler A aussi. Ah. Voilà. Donc là vous avez le même A. Mais qui va être créé d'une manière un peu plus efficace parce qu'en fait, il y a pas un troisième machin qui est créé. Bon là, évidemment, il y a quelque part, il y a une chaîne qui est bonjour qui a été créée, mais si le compilateur est un peu malin, il a pas besoin de la créer, il fait directement, enfin, je sais pas s'il est vraiment malin le compilateur de Java, quoi. Mais whatever, quoi. Donc ça crée l'objet tout le monde, et au lieu de faire une concaténation pour créer un troisième objet, il se contente de l'ajouter au SW qui est déjà là, quoi. D'accord? Donc c'est un peu ça commence à être peut-être une petite introduction et ça ressemble pas mal à ce qu'on fait, à la manière dont on écrit dans les fichiers. Donc c'est un flux aussi. Alors l'autre est un peu plus récent, examen 2017. Il nous reste 20 minutes. Donc on suggère de faire quelques notes de musique. Peut-être juste le début. Alors peut-être avant ça, parce que ça va sûrement être de la redite. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc il y a une classe note, avec les notes ici. Un constructeur privé, gna gna gna. Ok, donc là, bon, c'est pareil, c'est une espèce de factory aussi, hein, donc les notes sont, a priori, sont statiques. Le constructeur est privé. Et ensuite, on peut changer éventuellement les notes, ça crée des nouvelles notes. Bon, c'est une factory un peu bizarre parce qu'on a effectivement des notes qui sont, ok, des notes qui sont constantes, après on peut créer des nouvelles notes avec dièse et bémol. En plus, mais ça, évidemment, on pourra en créer, voilà, par exemple des fa dièse, on pourra pouvoir en créer à l'appel. C'est un petit peu débile, quoi, mais bon. A priori, c'est fait comme ça. Peut-être que dans la suite de l'exercice, le problème est résolu, quoi. Mais c'est quand même bizarre que d'une part, ces notes-là, on veut qu'elles soient uniques, et ensuite celles-là. Bah, en fait, elles sont même pas uniques parce que si je fais un double dièse sur un do, je vais obtenir un ré, quoi. Et donc, j'aurai plusieurs instances de ré qui sont différentes, quoi. Et après, transposer. Ouais, bon. Mais bon, peut-être que l'exo, je vais le passer vite fait parce que comme on n'a plus beaucoup de temps. Et je vais juste vous montrer aussi je vais juste vous montrer comment ouvrir un fichier si vous ne l'avez pas déjà fait éventuellement pour votre projet. Donc, par les opérations suivantes, tout effectué en dehors de la classe note, lesquelles posent problème, quoi. Bon, on verra ça plus tard. Donc ça, c'est comme d'habitude, c'est à regarder si ça compile ou pas. Les points forts faibles de l'architecture, j'en ai déjà parlé un petit peu là. C'est qu'il peut y avoir plusieurs objets qui vont, a priori, qui pour nous seraient equals, si on écrivait la méthode equals, alors qu'ils n'auront pas la même adresse, donc ce qui est un petit peu dommage, quoi. On a fait que la moitié du boulot. Après, ajoute une notion de rythme. Pourquoi pas. Partition. Et avec des itérators. Ce qui est pas mal parce que les itérators, on les a jamais vus. C'est quand même un truc qui est quand même hyper important en Java, quoi. Mais bon, c'était juste introduction en Java, donc vous aurez sûrement un autre cours de Java dans la suite de votre cursus, hein, dans lequel vous aurez des choses un peu plus approfondies. Donc voilà, des itérateurs. J'avance en fait. Ce texte qui est super long. Ouais, juste pour regarder, en fait, mise en mémoire tampon, en gros, pour voir comment on ouvre des fichiers, comment on les lit. Alors, la mise en mémoire tampon de données permet d'améliorer la performance des flux d'une entité. Bon. En gros, l'idée, c'est que vous avez des readers, quoi. Donc, ce sont des lecteurs qui permettent en fait de lire, par exemple, des fichiers ou n'importe quel autre flux. Hein. On pourrait lire le flux de la console aussi. Hein. Bon, a priori, enfin, lire le flux une console sous Linux, c'est un fichier aussi. Donc, lire un fichier, on a plusieurs manières de faire. Donc, quand on lit un fichier, on peut le lire caractère par caractère, mais ça risque d'être un petit peu lent parce qu'à chaque fois qu'on va demander un caractère, on va faire un appel au système d'exploitation pour lui demander donne-moi ce caractère-là, quoi. Donc, ça ne sera pas efficace. Donc, c'est pour ça qu'il y a des classes qui existent déjà qui s'appellent buffered reader. Donc, buffered, c'est qu'il y a un buffer, en français un tampon, dans lequel il stocke à l'avance des éléments qu'il a lus dans le fichier. C'est-à-dire que si dans le fichier, c'est un fichier de caractères, vous demandez un caractère dans le fichier,
vous demandez un caractère à BufferedReader et lui, BufferedReader, au lieu de demander un caractère au flux du fichier, il va lui en demander par exemple une centaine. Je prends un nombre au hasard comme ça. Il lui en demande une centaine et il vous renvoie uniquement le premier, quoi, celui que vous avez demandé, quoi. Et il garde les 99 autres pour plus tard, c'est-à-dire que la fois suivante, quand vous allez lui demander le caractère suivant, et ben, il l'aura déjà sur lui et il va vous le donner directement, ce qui sera beaucoup plus rapide, quoi. D'accord? Donc ça évite de faire des allers-retours comme ça pour demander des éléments dans le fichier au niveau du système d'exploitation. Le système d'exploitation doit lui-même avoir un système de cache aussi, évidemment, pour que ça soit un petit peu optimisé aussi de ce niveau-là. Mais ce qui va être lent, c'est demander, faire un appel au système d'exploitation à chaque fois pour lui demander de faire un accès fichier. D'accord? Donc ça, c'est pour un truc pour améliorer les performances, quoi. Donc la question, donc j'ai pas du tout ça, quoi. Donc ça simplifie le reader et ça définit aussi une méthode qui s'appelle readline. Donc on peut lire des lignes directement une par une, quoi. Ligne après ligne, donc ça c'est quand c'est des fichiers de caractères, donc ça s'arrête au premier retour à ligne. Toutes les méthodes de reader sont disponibles dans cette classe avec une meilleure gestion de la mémoire. Formidable. Donc, sachant que la construction d'un buffered reader, se fait en passant par un flux reader, en passant en paramètre, donc d'accord. Donc, buffered reader en paramètre du constructeur de buffered reader, il faudra lui balancer un reader. Un reader de quoi? Bah, a priori, là, ça va être un reader de fichiers. Donc, un file reader qui hérite de reader en paramètre. Et on vous demande de écrire l'ouverture d'un flux de lecture d'un fichier qui s'appelle text.txt dans le répertoire courant. Bon, alors ça, vous pouvez pas l'inventer, hein, évidemment. 118.1. Donc, pour créer ici, bah, en gros, je vais le faire plutôt dans l'ordre comme ça. 118.1. Ouf. Donc, pour créer un fichier, un descripteur de fichier à partir d'un chemin, vous écrivez ici une chaîne de caractères. Donc, le truc, il devait s'appeler text.txt. Voilà, donc ça c'est votre fichier. Comme il n'y a pas, voilà, il n'y a pas un chemin particulier, il va les récupérer directement dans le courant. Donc ça crée un descripteur de fichier. Donc il va chercher si effectivement text.txt existe bien dans le répertoire courant. Si c'est pas le cas, je pense qu'à ce niveau-là, il plante, là, il envoie une exception, comme quoi un file not found ou un truc comme ça. Après, je sais pas s'il le crée éventuellement, c'est pas sûr, quoi. Ou peut-être qu'il fait rien, c'est peut-être pas à ce niveau-là qu'il essaie de l'ouvrir, quoi. Je ne sais pas exactement. Donc là, ça crée, après c'est un descripteur de fichier, et après, donc faut balancer ça dans un file reader. Donc new file reader de ça. Voilà, donc là, vous avez un file reader qui permet de lire donc le contenu de ce fichier text.txt. Donc file reader, on pourrait l'utiliser directement. Le problème, on dit que c'est moins efficace, comme je vous l'ai dit, et en même temps, il n'a pas de méthode getLine pour récupérer ligne par ligne, qui est quand même assez pratique. Donc ce file reader, lui-même, on va le passer en argument d'un buffered reader. Buffered reader, je vais écrire un petit peu plus petit. Buffered reader, voilà. New devant. Voilà. Et ça, on va stocker ça dans un buffered reader qu'on va appeler comme vous voulez, in. Buffered reader in. Voilà, c'est illisible, mais vous comprenez l'histoire, quoi. D'accord? Donc, descripteur des fichiers, ensuite le file reader, et je le bufferise avec un buffered reader comme ça. Et donc, ma variable ici, elle s'appelle in. Je vais la mettre en une autre couleur, on verra bien. In. Voilà. Donc, ça s'invente pas. Pour ouvrir un fichier, vous faites ça comme ça, puis c'est réglé. Du coup, écrire une méthode affiche ligne fichier. Donc afficher, donc ça on va faire du système out.println, qui affiche ligne après ligne le texte d'un fichier dont le chemin est passé en paramètre. Donc ça va être une méthode statique.
On va ouvrir le fichier qui est passé en paramètre grâce à cette ligne-là. On va juste remplacer ici le nom du fichier par ça. Et on vous a dit dans l'énoncé qu'il y a une méthode getLine qui peut récupérer une ligne entière d'un coup sous la forme d'une string. Donc on va récupérer ça à chaque fois et on va l'afficher. Sachant que readLine, a priori, si elle arrive à lire un truc, elle le renvoie, sinon elle renvoie nul. Donc ça aussi, je vais regarder dans la documentation de Java pour constater ça, quoi. Donc ça va être une méthode statique, alors c'est la question 78.2. Ça va, il nous reste 10 minutes. Alors c'est parti. Public, statique. Donc ça se contente d'afficher, donc c'est une fonction void. Faut lui donner un petit nom, voilà, affiche. Et on lui dit, quoi que je vais lui donner le nom, je vais l'appeler cat. C'est la commande, c'est le programme qui permet de lister le contenu d'un fichier. Donc ça me paraît tout à fait approprié de l'appeler cat. Et donc ça prend en argument donc un chemin de fichier, donc c'est la forme d'une chaîne de caractères. Je vais l'appeler filename. Voilà, un nom de fichier. Piouf. Alors, éventuellement, ça peut vomir une IO exception, donc une erreur d'entrée-sortie. Bon, évidemment, à chaque fois que vous essayez d'accéder à en gros, à des données sur un disque ou autre chose, bah, il se peut qu'il y ait des erreurs d'entrée-sortie, hein. Typiquement, si vous essayez de lire un fichier qui se trouve, je prends un exemple parmi tant d'autres, hein. Si vous essayez de lire un fichier sur une clé USB et qu'entre-temps quelqu'un a arraché la clé USB, bah, à bout d'un moment, il va pas pouvoir lire un truc qui n'est plus présent. Et donc, a priori, quand Java va demander au système d'exploitation l'accès au fichier, le système d'exploitation va lui dire bah, non, tu n'auras rien. Et donc, lui, il générera une exception, quoi. Il y a d'autres exemples, hein. Si votre disque dur est en train de cracher, quoi, c'est pareil, quoi, vous aurez un IO exception. Donc c'est une erreur d'entrée-sortie. Donc là, si on décide d'écrire que cette fonction-là peut cracher une IO exception, ça veut dire que on va pas la gérer à l'intérieur de ça. On va pas essayer de récupérer cette expression ici, cette comment dire, cette exception, quoi. Alors, comment on va faire ça? Alors on va quand même donc on va commencer par ouvrir le fichier. Donc avec la même ligne qu'on a écrite tout à l'heure, quoi. Donc buffered reader in égale new buffered reader de new reader ou file reader en fait, de new file reader de new file de, et là c'est file name cette fois-ci pour le nom du fichier. Voilà, hop, comme ça tout est rentré sur la bonne ligne. Bon, je vais quand même faire un block try, pas pour faire un catch, mais pour faire un finally, pour pouvoir fermer le fichier. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc, on va définir une chaîne de caractères string ligne. Je vais l'appeler line, puis je vais commencer à écrire des trucs en anglais. String line, voilà. Et je vais dire, tant que, on va lire le truc. Line reçoit, donc le truc s'appelle in.getLine. Donc, tant que ce machin-là, donc il fait l'affectation, donc il fait le getLine, il le stocke dans line. Et le résultat de cette ligne-là, tant qu'il est différent de nul, donc tant qu'on a réussi à lire quelque chose, bah, je l'affiche. Donc système out.println du truc, quoi. Système out println de la ligne en question qui s'appelle line. Hop, voilà. Donc ça, il va faire ça jusqu'à ce qu'il ait terminé.
Et une fois que c'est terminé, et ben, on a terminé le try. Donc je ferme la collette du try et là, je vais mettre un finally. Donc je vous rappelle, les finally sont exécutés dans tous les cas et dans le finally, je vais juste mettre in.close pour le fermer en fait, quoi. D'accord? Donc qu'il y ait une exception ou pas, je vais essayer de le fermer. Alors je sais pas ce qui se passe si on essaie de fermer un truc qui a eu un IO exception, quoi. Bon, toujours est-il qu'on essaye de faire ça pour que ça soit propre. Voilà, je ferme la collette de la fonction. Alors pourquoi le fermer ici? Le truc, c'est que là, votre buffered reader, machin et tout, si vous sortez de la fonction, évidemment, la déclaration de in ici, bah, on va supprimer la référence. Donc la suppression de la référence de in va supprimer, voilà, donc on n'aura plus de référence vers in. Un jour, le garbage collector va se décider à collecter ce new buffered reader qui est ici. Ah, il y a Total qui me pose une question. Quelles exceptions on peut avoir ici? Bah, j'ai dit des IO exceptions là. Vous pouvez avoir des IO exceptions, des erreurs d'entrée-sortie, quoi. Je vous reprends l'exemple, là, si tu étais encore avec nous à ce moment-là, quoi. Ou tu dormais, je ne sais plus. Si jamais, je prends un exemple, là. Si vous êtes en train de lire un fichier qui est sur une clé USB, que quelqu'un arrache la clé USB, bah, au bout d'un moment, il ne pourra plus lire le fichier, quoi. Bon, il faut que ça soit un rapide quand même, hein. Mais voilà, l'idée, c'est ça, quoi. Ou si vous essayez de, je sais pas, si vous essayez de lire un fichier qui est interdit en écriture, eh ben, vous aurez aussi une IO exception, quoi. D'accord? Mais en fait, je suis même pas sûr que ce sera pas à ce niveau-là que vous aurez l'exception, quoi. Mais bon, là, il peut y avoir aussi un IO exception au niveau de la getLine, quoi. Bon, il suffit de regarder, en fait, dans la documentation de getLine de BufferedReader et vous verrez, il y aura forcément derrière throw quelque chose pour voir les erreurs qu'il est susceptible de balancer, quoi. Voilà, donc je pense que ça répond à ta question et donc bon, ce que je disais, c'est que quand on va quitter la fonction, le in, il sera plus enfin, le new buffered reader qui est ici ne sera plus référencé, donc je dis un jour, le garbage collector va peut-être se décider à collecter ce machin-là et quand il va le collecter et ben, il va le détruire, ce qui va rendre, en fait, son attribut qui est le file reader ici, pareil, il aura plus de référence, donc lui aussi, au bout d'un moment, le garbage collector va le détruire et éventuellement, il va détruire ce machin-là, quoi. Bon, donc du coup, au bout d'un moment, votre fichier va être fermé d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais vous savez pas quand. Le fait d'écrire finally ici, ça veut dire que immédiatement là, juste avant de quitter cette fonction, vous faites un close. C'est là que vous décidez de fermer votre fichier, quoi. Ça veut dire que tout de suite, il va fermer le fichier. Et qu'est-ce que ça veut dire fermer le fichier? Ça veut dire que, en gros, on dit au système d'exploitation, c'est bon, j'ai plus besoin de ce fichier-là. Donc maintenant, fais-en ce que tu veux, quoi. D'accord? Parce que là, si vous avez, au niveau du système d'exploitation, si vous avez des fichiers qui sont ouverts, potentiellement, il peut dire, par exemple, si quelqu'un d'autre essaye de supprimer le fichier dans un terminal ou je sais pas quoi, il peut lui dire non, ce fichier est utilisé, vous pouvez pas le supprimer ou des choses comme ça. D'accord? Ça, je parle niveau système d'exploitation. Donc, vous n'avez pas forcément intérêt à laisser le fichier ouvert indéfiniment comme ça, alors qu'en fait, vous n'allez plus vous en servir, puisqu'une fois que vous aurez quitté la fonction, le in qui est là, la variable in, vous l'aurez perdu. Donc, le finally ici, il sert aussi à, donc en gros, libérer la ressource, hein. Ça vient ici, quoi. Donc voilà. Et je pense que c'est le seul intérêt un peu des finally, quoi. Donc, libérer la ressource pour que les autres soient pas embêtés s'ils veulent l'utiliser, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ça l'intérêt, quoi. Et la finalité est utilisée et va être appelée dans tous les cas. Donc, s'il y a une exception au niveau de la lecture des lignes, avant de quitter et lancer l'exception, parce que là, l'exception n'est pas récupérée, donc elle va être jetée, hein. Donc, il va faire juste avant, il va faire un close juste avant de quitter, en espérant que ce close ne génère pas d'exception elle-même, hein, sinon ça va faire quand même, lui, si lui veut lancer une exception et lui aussi, ça va être un peu le bordel, quoi. Voilà, et sinon, si tout s'est bien passé, il fera quand même un close immédiatement là pour libérer la ressource et donc ensuite quitter. Donc ça libère la ressource et un peu plus tard quand même, le garbage collector récupérera le machin, mais il récupérera un machin effectivement qui est plus actif, donc ça posera pas de problème, quoi.
Donc ça, c'est vraiment lié au fait que Java, c'est garbage collecté, quoi. Et donc, vous ne savez jamais quand est-ce que les éléments vont être détruits en fait, par le garbage collector. Donc, pour tout ce qui est fichiers notamment, vous avez tout intérêt à les fermer le plus tôt possible pour que les ressources soient libérées. C'est pareil si vous avez des connexions réseau, des choses comme ça, quoi. Voilà, bah écoutez, on est arrivé du coup à la fin. Je pense qu'on a passé en vue donc les fichiers qui étaient là. Est-ce qu'il y avait encore des trucs derrière éventuellement? Ouais, sachant qu'il y a besoin recommandé par ceux d'efficacité de tout flux, bichule chouette, flush, gné. C'est quoi ce machin? Ouais, c'est pour faire sa propre classe si on veut, quoi. On va donner une version avec héritage et tout, quoi. Bon, le plus simple, c'est de faire avec héritage. Vous faites écrivain qui hérite de Brainwriter et vous faites des choses comme ça. Alors, je sais pas si vous avez fait dans le cours. Je tenais à préciser, enfin, mentionner quand même une chose avant que vous partiez, quoi. S'il y a un truc, est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est oui, c'est non, hein. Une méthode publique. Non! Bah, c'est bien. Donc bouchez-vous les donc c'est bien. En fait, bon, c'est censé être un truc qui est dès que le garbage collector va récupérer votre ressource, il appelle si vous avez écrit une méthode finalize, il va exécuter ce qu'il y a dans le code de finalize. C'est obsolète, hein. Donc ça ne sert plus à rien, quoi. Donc maintenant s'il y en a d'autres qui ont pas été bon OK, donc oubliez-le. Alors je sais pas si c'était au programme ou pas, je j'ai pas regardé les transparents de cours, quoi. Mais en gros, ce machin-là, c'est, parce que j'ai vu les exos, ça l'utilisait encore. Ça n'est plus utilisé, c'est complètement obsolète parce qu'en fait, ça servait à rien. Puisque vous savez jamais quand le garbage collector va récupérer vos données et potentiellement le garbage collector, il est possible qu'il ne récupère jamais vos données, quoi. D'accord? Donc qu'il les laisse en mémoire et pendant toute l'exécution du programme, il récupère jamais des trucs, quoi. Le garbage collector est un monstre qui est souvent très feignant et puis des fois quand il se met en route, il vous bouffe toutes les ressources de votre programme, quoi. Je parle surtout de celui de Java, parce qu'il y en a dans d'autres qui sont un peu mieux faits. Donc, bon, alors, le finalize, oubliez-le, quoi. Mais comme vous l'avez jamais vu, faites comme si je vous l'avais jamais montré. C'est un truc obsolète depuis Java 9, en fait, quoi. Donc, c'est plus utilisé. Voilà. Et ben, écoutez, je pense qu'on a bien bossé, surtout moi. Donc, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, on se retrouve en TME là pour les soutenances. Bon, on va faire organiser un peu ça sur Discord, sur la répartition entre ceux qui vont être avec moi et puis ceux qui vont être avec le chargé de TME, l'autre chargé de TME. Voilà, on va se répartir ça équitablement. Et je vous dis, ça va passer à la vitesse de la lumière, quoi. D'accord? Donc peut-être que si vous voulez passer vraiment tout de suite, quoi, vous inscrivez dans le flux du groupe 11 et vous écrivez je veux passer et vous écrivez votre nom et celui de votre éventuel binôme et comme ça, a priori on est bon. A priori on prendra dans l'ordre qui est écrit comme ça dans la console, quoi. Et en fait, et à chaque fois que vous êtes, on vous dit ok viens machin, quoi. Euh, ouais, bon, on l'écrira dans le chat, hein, de sorte qu'on puisse savoir à chaque fois comme on est deux qui passe ensuite, quoi. Voilà. Donc inscrivez si vous voulez passer le plus rapidement possible, hein, inscrivez-vous tout de suite sur Discord, vous commencez à écrire que vous voulez passer et on prendra ça dans cet ordre-là. Voilà, écoutez, merci pour votre attention, votre participation qui était modeste, hein, mais bienvenue quand même. Et donc je vous dis à tout de suite, hein, voilà. Et pour la VOD, je vous dis au revoir. Ciao.